Bonjour à tous et bienvenue pour cette émission consacrée à un brillant pianiste et compositeur. Il s'agit de Monsef Genoux qui nous fait le plaisir de nous accueillir en direct du chalet d'un ami. C'est bien ça, Monsef? Ouais, je suis en direct là, ici, en dessous du village des Diablerets en montagne en Suisse. C'est en Suisse romande et c'est dans un village qui s'appelle Vers-l'Église. C'est juste en dessous. Et on est à 1200 mètres d'altitude. Voilà. Oui, donc il fait un petit peu frais, c'est toujours l'hiver. Donc tu étais en vacances la semaine dernière, tout se passe bien? Tout se passe bien. Ben, écoute, moi, je suis venu de chez moi où j'habite, en dessous de Grand-Montana à Chermignon. Et puis là, je suis venu visiter ce copain qui a un restaurant à Genève, à côté de chez moi, à Chennebourg, là où j'habite. Et il vient de s'acheter cette maison où je suis maintenant. Et je suis venu le visiter aujourd'hui. Parce que moi, j'adore improviser, tu vois. Eh C'est oui, c'est comme dans le tous les jazz. sens du terme, pas seulement avec ton C'est clavier, également dans c'est- d'autres domaines. c'est ça, faut être c'est du jazz, tu vois. Tu téléphones à un copain, tu dis, t'es là? Ok. T'es pas là? T'es là? Ok. Hop, et on arrive, et puis voilà. Ça se passe comme Monsef, merci beaucoup. Merci vraiment du fond du cœur d'avoir accepté cette interview. Ça me fait vraiment plaisir de te ça. recevoir pour cette émission. Lorsqu'on s'est eu au téléphone il y a à peu près une quinzaine de jours, Mhm. c'était le jour de l'annonce de la disparition de Chick Corea. Wow. Est-ce que tu veux dire un petit mot sur la carrière de Chick, ce qu'il représente pour toi et pour le jazz en général? Déjà, la première chose, quand j'ai entendu sa mort, j'ai eu les larmes aux yeux parce que pour moi, c'est un pianiste que j'ai écouté depuis ma tendre enfance. Enfin, dès que je me suis intéressé au jazz, donc quand j'étais ado, à 14 ans, peut-être comme ça, 13 ans. Et D'accord. pour moi, c'est un pianiste merveilleux. Euh, j'ai écouté, je sais pas moi, le disque Friends ou le disque où il joue Spain ou le disque où il joue, enfin je sais pas, il y a Now He Sings, Now He Subs, Oui. euh, tous ces disques, enfin moi j'ai plus les titres en tête comme ça, mais voilà, j'ai écouté ça mais des dizaines de milliers de fois et je trouve que c'est un pianiste qui a à la fois un sens mélodique incroyable, un sens rythmique qui est juste de la folie, vraiment. Hein. C'est un gars qui maîtrise, si on veut, qui maîtrise, si on veut, le rythme, mais pas intellectuellement. Il le maîtrise à la fois intellectuellement, ça c'est clair, mais il le maîtrise dans son horloge interne. Oui. Parce que des fois, tu entends des musiciens qui sont très forts, mais tu vois qu'ils maîtrisent le rythme pas dans l'horloge interne, ils le maîtrisent rythmiquement. Je sais pas si D'accord. on comprend ce que je veux dire, mais lui, c'était complètement intégré. Il y a pas beaucoup de pianistes qui sont comme ça. Il y a lui, pour moi, bon, bah, qui est d'un certain âge. Il y a Herbie Hancock, Oui. il y a Bill Evans. Dans un pianiste francophone, il y a Petrucciani, qui est incollable Mhm. rythmiquement. Et ensuite de quoi, t'as maintenant, dans les plus jeunes, t'as Brad Meldau, pour moi. Oui. Parce que c'est des gars qui jouent du jazz, et qui ont toute la culture du jazz, et à la fois qui sont capables de jouer, bah, enfin, tu vois, qui jouent de la musique pop s'ils veulent, enfin, des choses comme ça, mais ils ont ce truc rythmique qui est ancré en eux, et ça, c'est un truc que moi je ressens. Je sais pas comment expliquer. Oui, et puis c'est en plus des pianistes comme bon, de la génération d'Herbie Hancock qui sont capables d'être caméléons, de se fondre dans tous les styles musicaux. C'est vraiment cette génération-là qui a commencé à se répandre, à investir les différentes formes de jazz. Exactement, quoi. Mais je sais pas, il faut ressentir le rythme. Moi, je crois que le rythme, en gros, on peut pas l'apprendre. Et puis c'est pas, et même si tu es intellectuel et puis que tu comptes tu fais du 11-8 ou du je sais pas quoi, si tu commences à compter ou qu'on sent que que c'est scolaire, ça va pas être la même chose. Tu vois, il faut avoir Oui. une horloge interne dans toi qui sentent ce truc-là. C'est comme tu marches, quoi, grosso modo. Bon, tu vas pas me dire qu'on peut pas marcher à 11,4 ni à 11,8, mais peu importe. Mais je crois que ça, il faut le ressentir complètement.
En l'espace d'un an, on a perdu à la fois Mike Tyner et Chick Corea, deux pianistes majeurs qui, dans les années 60, ont quand même apporté une modernité au son du piano dans le jazz. Tu crois pas? Alors complètement, Michael Tyner, bah, bon, on connaît tous Michael Tyner dans le jazz. Bon, alors on aime ou on n'aime pas, mais c'est vrai que moi, bon, moi je l'ai entendu souvent à New York les derniers temps, enfin les 10 dernières années, je suis allé pas mal de fois l'écouter. Alors moi, j'aimais pas tellement là, mais il avait quand même un esprit qui était l'esprit, le son McCoy Tyner, si tu veux. Mais moi, comment te dire, le son de McCoy Tyner que je préfère, c'est le son quand il joue avec Coltrane, tu vois. Mhm. Les disques, je sais plus les disques, mais quand il joue My favorite thing? ouais, ça c'est monstrueux, quoi. Ouais. Monstrueux. Là, avec Elvin Jones, tout ça. Mais après, bon, moi j'ai vu McCoy Tyner dans plusieurs configurations de groupes. Et je l'avais même vu une fois avec Michael Brecker et puis Aaron Scott euh, Oui. au club à New York qui s'appelle l'Iridium. Donc il y avait Michael Brecker, Aaron Scott, Michael Tyner et puis Avery Sharp en bass. Moi je l'appelle Avery Sharp pour le petit gars que je l'appelle chaque dièse. C'est drôle, hein? D'accord. Voilà. Non, mais là c'était McCoy, j'étais un peu déçu parce qu'il avait un toucher un petit peu. Il jouait super bien, tu vois, mais il avait un toucher qui était rude quand même, quoi, tu vois. Oui. Beaucoup moins léger qu'à l'époque où il volait Allez. son piano, où c'était vraiment bien, quoi. Oui, je jouais tout à fait en carte, bien. Voilà. Monsef, on va pas revenir sur ta biographie parce qu'il y a beaucoup d'interviews qui en parlent. Je vais juste résumer quelques noms importants qui, dans ta vie musicale, ont compté. Il y a eu Mademoiselle Gautreau qui t'a donné des cours de piano classique à l'âge de 7 ans, mais tout de suite, tu as commencé à vouloir improviser sur des chansons des Beatles, par exemple. Ouais, parce que bon, c'est toute une histoire. Moi, quand j'étais petit, j'étais en internat dans un asile, enfin, à l'Institut pour aveugles à Lausanne. Et puis, on s'embêtait tellement que la seule distraction que j'avais, ben, c'était de faire du piano. Bien sûr. Et puis, donc, voilà, tous mes moments un peu libres, comme ça, j'allais me mettre au piano. Puis, j'étais triste, alors je faisais beaucoup de choses au piano, tu vois. Et puis, bah, ça m'a aidé à passer le temps. Et puis, c'est pour ça que j'ai commencé à vouloir improviser. Et puis, bon, ma maîtresse, Madame Gautreau, là, elle était un petit peu rigide comme ça, comme à l'époque, tu sais, comme Oui. des tas de vieilles nanas qui sont, Méthode Rose, Xerny et compagnie, quoi. ça, et puis Ouais. elle avait pas des jupes courtes, elle avait des jupes assez longues, tu vois. D'accord. Euh, Non, mais, non, enfin, bon, mais c'est pour dire qu'elle était un petit peu coincée sur les bords, tu vois, mais Ouais. elle essayait de bien faire quand même avec moi parce qu'elle voyait que j'étais un petit peu au-dessus de- Du des lot de ses gens. élèves. Mhm. Exactement, exactement. S'il y a une Donc, personne, par contre, qui t'a vraiment mis le pied à l'étrier dans le monde du jazz, c'est Achille Scotti. alors lui, Achille Scotti, oui, effectivement. Alors Achille Scotti, ça n'a pas été tout de suite la révélation pour moi, dans le sens qu'au début, j'ai commencé à prendre des cours de piano chez lui, j'avais 11 ans, ou 12 ans, je sais plus. Et Oui. puis, tu vois, à 12 ans, moi, j'adorais faire du sport, j'adorais aller faire du jogging avec des copains dehors, j'adorais aller faire du football, plus que de faire du piano. Puis lui, il était très scolaire Oui. et il voulait absolument m'apprendre à lire la musique en braille, ce qui m'embêtait au plus haut point, parce que moi, j'aimais bien faire les trucs d'oreille et tout ça. Puis il me dit, oui, Ouais. mais tu comprends, tu dois savoir lire la musique et tout. Puis bon, alors, puis on s'est pas très bien entendu. Alors pour finir, il m'a viré. Achille Scotti m'a dit, écoute, moi, moi, je perds mon temps, toi, tu perds de l'argent. Donc, Mhm. Ok. écoute, je te donne un autre numéro de téléphone. Mon copain va voir mon copain Henri Chex. Henri Oui, Chex, tout voilà. à fait. Il va Qui t'a t'apprendre. enseigné le jeu Stride, notamment, c'est ça? Exactement. Et ça m'a beaucoup mieux convenu à cette époque-là de ma vie parce que en fait, je voyais des résultats un petit peu immédiats, tu vois. Il m'apprenait à mettre les mains sur le clavier, enfin, puis à jouer des- il intellectualisait pas trop, si tu veux, la musique, quoi. Il faisait jouer, quoi. Bien sûr. Et ça, j'ai adoré.
Et après, ça m'a décoincé et je suis retourné après chez Achille, qui après m'a appris, si tu veux, à lire correctement la musique et tout ça, puis toutes les choses de solfège qu'il faut savoir. Et puis après, bon, on a travaillé l'harmonie et toutes ces choses-là. Et puis voilà. Et Bien ça, sûr. après, j'ai pu, si tu veux, me rendre compte, si tu veux, que bah, de toutes les qualités de ce Ashwin Scotty, enfin de ce prof de piano, si tu veux, tu vois. Et D'accord. puis après ça a fini 5-6 ans plus tard, quand j'avais 20 ans. Achille Scotty, il m'a entendu jouer du piano, il m'a dit mais pourquoi est-ce qu'on ferait pas des duos? Puis on a fait des D'accord. duos, Mhm. on a fait des duos de piano ensemble et c'était l'objet de mon premier disque en fait. D'accord. Donc voilà, Très bien. en gros c'est ça. Monsef, j'aimerais connaître un petit peu quelle était ta première émotion musicale à l'écoute d'un morceau de jazz. Si tu t'en souviens, je sais que ton père était très mélomane, c'est lui qui t'a fait découvrir Louis Armstrong, mais toi personnellement, s'il y a un disque que tu devais sélectionner, ce serait lequel? Alors là, oula. Peut-être ce truc là, Errol Garner, qui fait ce truc là, Ok. Lullaby Bird là. Il jouait ça. Ah, Et j'ai entendu Errol Garner, il jouait ça dans tous les tons. dans tous les tons, dans toutes les tonalités? Ah oui? Ben, il jouait une fois en la mineur, après pas puis en do mineur. Je sais plus, j'ai entendu un truc une fois de ça. Ouais, Il jouait ça partout, quoi, comme ça pour ouais. soirée. Et là, ça m'a vraiment, je me suis dit, waouh, ce gars, il est Et incroyable. ce gars-là est incroyable, vraiment. Je suis Ah, complètement d'accord. Je trouve que c'est un ovni dans le monde du jazz et ah mais notamment dans le jeu pianistique, quoi, hein. complètement, complètement. Ouais. Puis c'est un gars, il joue, il est tout sauf scolaire, tu vois. Tout sauf C'est un colère, gars, voilà. Ouais. c'est tout, quoi. Donc, puis je crois que, en fait, tous les grands pianistes qui ont été connus dans l'histoire du jazz ont passé par Errol Garner. Après. Oui. Tu parles, je sais pas, tu demandes à Oscar Peterson, tu demandes même à Chick Corea, tu demandes à Herbie Hancock, tu demandes à Petrucciani, tu demandes à tout ça, tous ces gens-là, ils ont adoré ce pianiste. Oui. Et puis, sa main gauche, en fait, qui toujours fait une harmonisation comme si c'était un guitariste qui faisait des pompes. Elle est tout le temps active. Et après, ça lui laisse une liberté à la main droite de pouvoir poursuivre ses improvisations. C'est le style Errol Garner. Il n'y a pas d'autre. C'est lui qui a créé ce style-là. C'est lui qui a créé ce style-là, puis surtout, ce qu'il a créé entre main gauche et main droite, c'est surtout le rythme. C'est des trucs qui sont inimitables. Si on Oui, entend maintenant un pianiste qui essaie d'imiter ça, c'est juste pas possible. bien C'est sûr. impossible de faire ça. Ouais. C'est des trucs, ouais, je sais pas comment expliquer, mais c'est juste impossible. Puis alors, moi, ce que je voulais dire dans cette interview, c'est que maintenant, quand on passe, quand on, la vie passe, et puis que maintenant, ben, j'ai l'âge que j'ai, et ben, moi, je m'intéresse, si tu veux, à combiner euh, la musique, la musique maghrébine, enfin, de Tunisie, en fait, au Mhm. jazz. Et ça, c'est un truc qui me tient vraiment à cœur. Et ça, Oui, je compte faire un projet vraiment comme ça maintenant, parce que c'est ça que j'ai envie de faire. Ça s'appelle un peu retour aux origines. Et bien puis sûr. j'ai essayé de faire quelque chose avec ce joueur de oud, mais je sais pas si ça va fonctionner quand même parce que Anwar c'est pas. Brahem. Non, alors lui, Anwar Brahim, je le connais, ouais. Ouais. Mais je voulais faire parce qu'on avait joué la même scène en Suisse une fois et on s'était pas mal rapproché. C'était d'affaire Youssef. Ok. Et puis ce gars, j'aime beaucoup comme il joue, quoi. Il a un truc comme Anwar Brahim aussi. Moi, j'adore aussi comme il joue, mais d'affaires là, on s'était retrouvé à un repas, puis après on avait un petit peu festoyé comme ça, tu vois. Ouais. Et puis on s'était dit qu'on allait faire quelque chose, et puis pour finir, ça s'est pas fait euh, par rapport à des histoires bref, tu sais, des histoires de business, tu comprends. Bien Donc, sûr. je vais pas aller trop profondément là-dedans. Mhm. Mais je pense qu'on a envie tous les deux de faire quelque chose. Et puis moi, ça me plairait bien d'arriver
à faire un truc avec d'affaires dans le sens, lui, me faire rapprocher au jazz, et Mhm. moi, me faire rapprocher, si tu veux, au jazz maghrébin, enfin, au jazz tunisien. Lui, à part ça, il parle, quand il joue sa musique, c'est pas vraiment de la musique tunisie, Mhm. c'est de la musique dite orientale, si on veut, mais avec ce qui me plaît, c'est que vraiment rythmiquement, ce gars, il est juste incroyable. Il Ce maîtrise. serait une collaboration un peu comme avec Youssou N'Dour, du coup, un petit peu rapprochement des deux styles, chacun Moi, inspirant moi, l'autre. moi, j'adore la world music, tu vois. J'aime bien ça. J'aime bien allier le jazz à ça. Donc, c'est ça que j'ai c'est ça vraiment qui me tient à cœur maintenant, quoi. Donc, voilà. Bien Parce sûr. que bon, moi, ça sert à quoi de rejouer Now We Sing, Now We Sobs? Ça Ouais. sert à quoi de rejouer Made in Voyage? Ça sert à quoi de jouer Milestones? Ça Ouais. sert à quoi de jouer So What parfaitement? Ça sert à rien, tout ça. Ça a déjà été fait, quoi. Oui, Pour tout moi, à fait, alors exactement. moi, j'ai envie d'explorer un petit peu ce qui est un petit peu de mes origines, et puis de Mhm. vivre même si on prend des risques, ben, même si c'est pas bien ou bien, on s'en fiche, mais il faut essayer parce que qui n'essaie rien n'a rien. Exactement, mon chef, c'est une belle Voilà, parole. Et tu voilà. sais, dans le live in QI, dans l'improvisation opus numéro un, c'est intéressant que tu parles, que tu veuilles retourner un petit peu aux sources, à jouer avec des influences de musique maghrébine, parce que dans cette improvisation opus numéro un, il y a comme des relents de musique, tu sais, d'instruments qui s'appellent le kanoun. Quand tu fais ces arpèges comme ça, qui est un instrument arabe du Moyen-Orient. Donc, dans le live in QI, c'est ça? Exactement, Ok, ouais, exactement. Ouais. ouais, Et quand tu fais ces grands arpèges, il y a quelque sorte des rappels de cet instrument à cordes pincées qui s'appelle le kanoun. c'est vrai. Et ça me faisait penser à ça parce que tu en parles justement. Voilà. Et d'ailleurs, dans Tu cet sais, album-là, oui, je te laisse, vas-y. excuse-moi de t'interrompre. Tu sais que, en fait, ce genre de truc que moi j'ai fait à QI au début, là, Ouais. c'est très méditatif. J'adore la méditation, tu vois. Mhm. Et puis, ce genre de truc-là, euh, te laisse, tu, tu vois, tu te laisses complètement aller, quoi, et tu joues des sons. Mhm. Et surtout, l'acoustique là-bas, quand je jouais là, c'était une église, un temple. Et Ouais. c'est vrai que le son, il te portait incroyable. Et ça te laissait libre complètement à essayer d'être complètement, Imprégné, hors. immergé dans ta méditation musicale, Voilà, quoi. Mhm. exactement. Puis hors, si tu veux, hors, si tu veux, de toute obligation de la vie, tu vois. Mhm. Tu pensais à plus rien et puis Ah, tu lâcher te laissais prise. aller. Mhm. Tu vois, c'est ça. Et comment tu l'as préparé ce disque-là? Est-ce que tu t'es donné par exemple des fils conducteurs à aller vers telle ou telle direction ou c'était une liberté totale? Non, alors, moi, quand je prépare un disque en piano solo, enfin, en tout cas, pour ce disque-là, je me suis donné des lignes de conduite. Je me suis donné des plages. Là, tu D'accord, vas jouer cette couleur-là. Là, maintenant, on va peut-être jouer ça. Après, on va jouer ce standard pop. Je sais plus ce que c'était. Peut-être Light My Fire. J'ai joué ça. oui, tu as joué les Doors, tu as joué Police, tu as joué Nirvana dans ce Voilà. disque. Mhm. Alors, il faut quand même jouer quelques trucs un peu connus quand tu fais des choses comme ça. Mais toutes les plages, si tu veux, improviser plus ou moins improvisées, elles sont quand même un petit peu cadrées. Tu Oui, peux pas laisser aller. En tout cas, moi, je me suis pas. Je me suis dit, bah, on va quand même un petit peu cadrer ce qu'il faut faire. Et donc, là, je me suis dit, bah, tiens, je vais jouer 5 minutes une couleur comme ça. Et puis après, d'accord. je vais faire autre chose. Voilà, c'est comme ça. Et si tu veux, parce que tu as, quand même, tu as 1 heure et quart de concert, Ben oui, il faut quand même d'accord. un peu cadrer. Donc, Autrement, je sais pas, tu peux jouer 3 heures, je sais pas. donc tu pars sur des couleurs par rapport à des modes, à des tonalités et tu te dis après, ça va me permettre de moduler vers telle ou telle direction, c'est ça? Voilà, moi je pars sur des modes, sur des couleurs d'accords, tu vois. D'accord. Et après Mhm. je joue dessus, puis voilà, puis je me laisse aller comme ça. Après, bah, petit à petit je module. Par exemple, je sais pas, je prends une séquence d'accords, je sais pas, 3 accords. Et Ouais. après, tout d'un coup, je décide de la moduler, bah, d'écarter une tierce mineure au-dessus, ou d'écarter une tierce mineure en dessous, ou bien une quinte au-dessus, n'importe quoi, tu vois. Puis tu te dis, bah voilà, puis tu prends des Ouais, risques comme ça, et tu changes de ton au fur et à mesure comme ça, live. Et ça bien te sûr. permet, si tu veux, de-
déjà de prendre des risques et puis si tu veux, de pouvoir explorer d'autres couleurs. Parce que forcément, quand tu changes de tonalité, tu peux pas rejouer exactement la même chose. C'est- c'est- ça sonnera pas bien. Donc il faut toujours un petit peu adapter ce que tu fais quand tu changes de ton, quoi. C'est intéressant que tu parles de cet esprit de méditation dans ce live Inouï parce que c'est exactement le sentiment que j'ai eu en l'écoutant. Et ce disque-là m'a beaucoup rappelé le disque aussi en piano solo d'un pianiste sud-africain que j'aimais beaucoup, qui est parti il y a à peu près une dizaine d'années, qui s'appelle Bekim Selekou. Ah Un ouais, ouais, pianiste très bien. sud-africain et qui a fait un disque comme ça en piano sono, qui était très méditatif. Et à chaque fois, on se disait, mais où est-ce qu'il va aller et comment il va se sortir de là? Mhm. Et il arrivait toujours à rebondir vers autre chose dans ces très longues improvisations. Et Absolument. donc, ton disque me rappelait cela. Et j'ai l'impression que c'est toujours le passage obligé quand on est pianiste, à un moment de se livrer au défi du piano solo, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Puis bon, tu sais, le piano solo aussi, soyons concrets. Je veux dire, tu t'asseyes, t'as tout de suite le son. Si tu vas jouer en trio ou en quartet, tout d'un coup, tu joues, je sais pas, tout d'un coup, tu as un sonorisateur qui fait pas exactement le job que tu veux, t'es pas Oui. très à l'aise et tout, tu vois. Voilà. Voilà. Enfin, les conditions sont différentes quand même. Mais en piano solo, c'est vrai que tu te prends absolument pas la tête. Enfin, c'est juste ta propre responsabilité, grosso modo. Tu vois? Oui. Et t'arrives et puis voilà. Puis c'est juste que si tu as un piano qui est pas terrible, bah alors là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour le reste du concert. Il Oui. faut être très exigeant. Il faut être très exigeant sur Oui, le piano que tu vas avoir au concert. Sinon, alors là, c'est pas, c'est pas jouable, quoi. tout à fait. Dans ce disque-là, il y a une reprise de la chanson de Michel Legrand, You Must Believe in Spring. Ah, j'adore. Et est-ce que tu as écouté la version de Bill Evans qu'il avait reprise Bien sûr. dans l'un de Et ses disques? Est-ce que, voilà, c'est une version qui m'a beaucoup marqué, moi. Et d'ailleurs, quand Michel Legrand l'a reprise au piano, il s'est beaucoup inspiré lui-même, je trouve, de la version de Bill Evans des années plus tard. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu as puisé dans cette version-là? Et plus largement, qu'est-ce que tu penses de la musique de Bill Evans en tant que pianiste? la musique de Bill Evans, c'est juste Ouais. incroyable, quoi. Et Ouais. pour moi, c'est un de mes pianistes de chevet, quoi. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a un sens, qui a un sens de tout pays, je sais pas moi, un sens de l'harmonie, de la mélodie, du rythme. C'est quelqu'un qui, qui, qui a inventé, si tu veux, comment dire, bah enfin, il y a personne qui joue comme ça. Il y a que Bill Evans qui joue comme ça. Moi, je connais pas. Il y a des imitateurs, des fois un petit peu, mais jouer comme Bill Evans, c'est extrêmement compliqué. On peut peut-être approximer de jouer un petit peu comme Chic, peut-être avec. Ouais. On peut peut-être jouer un peu comme faire des encoquiades, hein. On peut faire ça. On Ouais. peut peut-être jouer comme, je sais pas, comme on peut peut-être essayer de jouer comme Wynton Kelly, un peu plus ancien. On peut peut-être jouer comme Oscar Peterson, un petit peu. Ah, Mais c'est comme compliqué, hein? ouais, c'est très compliqué parce qu'il faut être vertueux, mais enfin, mais de jouer comme Bill Evans, de Ouais. jouer comme Bill Evans, bah, si on veut vraiment jouer comme Bill Evans, moi, je pense que, à mon avis, c'est pas possible. C'est comme Errol Garner. Il y a deux Ouais. pianistes comme ça pour moi. Et Art C'est ça. Tatum aussi, peut-être. Ouais, bon, ça, c'est sûr. En plus, il est non-voyant. Oui, C'est tout à horrible. fait. Non, Tout à non, non, fait. c'est pas horrible, mais non, Artetum, c'est terrible. C'est le Federer du piano, lui. C'était unique, hein. Comme d'ailleurs, ce qui est toujours admirable dans le jazz, c'est que le jazz a abouti à des pianistes hors normes tout au long de son évolution. Absolument. C'est incroyable. Il y a toujours des pianistes souvent autodidactes. On parlait d'Errol Garner. Errol Garner, bon, c'est de renommée qui ne savait pas lire la musique, mais c'est d'un handicap, ils en font un avantage créatif. Et ça, c'est Absolument. dans beaucoup de cas de musiciens de jazz. C'est-à-dire que ils en font une école. Écoute Thelonious Monk et tu vas voir que il a créé une dissonance. Il a composé avec son étiquette à lui, en créant un style. Voilà. Absolument. Ce ne Ah, on sont n'en pas a que pas les parlé. interprètes. On n'en a pas parlé. C'est vrai que moi, j'adore aussi ça. J'aime moins comme il joue le piano, mais par contre, les compositions, j'adore ça. C'est vraiment quelqu'un
Ouais, qui a aussi inventé un style, qui a inventé quelque chose. Mais maintenant, pour moi, le pianiste qui quand même me touche beaucoup, et puis je trouve que en plus c'est un gars sympa. C'est Ouais, c'est pas, comment dire, c'est important aussi. C'est un gars qui est très ouvert et on peut parler avec lui tranquille, on peut boire un coup tranquille. Vraiment, c'est Brad Meldau. Lui, il est terrible. ouais. Il est terrible, ce gars. C'est un gars qui a, pour moi, je suis un fervent admirateur de ce gars, quoi, parce que c'est quelqu'un qui a, moi je sais pas, il a 4 cerveaux, lui. On comprend pas trop tout, Ouais, mais j'adore ce qu'il fait. Il ouais. a un toucher qui me plaît, il a tout qui me plaît. Alors, c'est intéressant, Monsef, que tu abordes le sujet de Brad Meldo, parce que Brad Meldo, c'est le pianiste qui fait école actuellement, on parle en 2021, dans le jazz. Ouais. Et j'aimerais avoir l'avis d'un pianiste comme toi pour que tu puisses expliquer à des gens qui ne sont pas pianistes pourquoi Brad Meldo fait école actuellement dans le monde du jazz et qui est un pianiste influent dans le monde d'aujourd'hui. Alors pourquoi? Moi je sais pas, moi j'ai pas la science infuse, et puis je suis pas, je peux pas te. Bon alors je vais dire ce que je peux dire, ce que je ressens. Pour Oui. moi c'est un pianiste déjà qui a bon alors qui a tout le background du pianiste classique, donc il a tout ça en lui, ancré en lui. Ensuite de quoi Mhm. il a toute la culture du jazz quand même. C'est un gars qui est capable de tout jouer dans le jazz, je pense, franchement. Peut-être du ragtime, bebop, enfin, tout ce qu'on veut. D'accord? Mhm. Ensuite de quoi, c'est un gars qui a, si tu veux, maîtrisé, donc toutes ces cultures. Ensuite de quoi, il maîtrise le rythme incroyable. Donc, c'est, 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 c'est un gars qui est capable de jouer à 4/4, à 5/4, au point 5/8, enfin, dans toutes les mesures métriques, rythmiquement compliquées, mais D'accord. qui les a complètement Assimilé. assimilées et qui les maîtrise complètement, D'accord. tout en ayant de l'émotion quand il joue. Et ça, c'est déjà incroyable. Ensuite, c'est un gars, il peut être complètement indépendant à 4 ou 5 voix ou 8 voix différentes des deux mains. Donc ça veut dire que lui, il peut par exemple jouer 4 voix différentes à la main droite, puis deux autres voix ou quatre autres voix à la main droite qui sont à la main gauche qui sont complètement indépendantes l'une de l'autre, à la fois mélodiquement et rythmiquement. Et ça c'est juste de la folie. Je veux dire, moi je connais aucun pianiste qui joue comme ça, franchement. Hmm. Pour moi c'est ça. Alors après, et puis en plus, ce gars, il arrive à maîtriser tout ça et à jouer avec de l'émotion. Donc ça veut dire qu'il joue pas scolaire, il va jouer. Et puis il dit, de toute façon, on s'en fout, on joue, quoi. Puis voilà. Et c'est Hmm. ça. Et c'est la maîtrise totale. Et pour moi, c'est pour ça que j'admire ce gars, quoi. En plus, et de plus, il a un toucher de piano qui est juste Ouais. génial, quoi. Un toucher bien à lui. Je veux dire, t'écoutes Brad Meldau, tu t'entends, c'est Brad Meldau, il a son propre Hmm. son. Tout à fait. Comme, voilà, c'est ça. Alors, Et cela, en plus, depuis quasiment les débuts, depuis The Art of the Trio en 95-96, il s'est créé déjà son style alors qu'il était encore dans la vingtaine, quoi. absolument, absolument. Mais tu connais moi, je viens d'écouter récemment un concert qu'il a complètement en entier sur YouTube au Parc Floral à Paris. Tu connais ce concert ou pas? Oui, tout à fait. Ça date des années Mais toi, 90, il me semble. de quoi? 90, non? Il date du milieu des années 90, quand. Ouais, à peu près, je crois que c'est ça, Ouais, ouais, je crois que ouais, c'est ouais. ça. Ah, oui. Et il jouait sur un piano pas terrible, en plus, il est faux le piano, moi je vous embrasse, c'était marrant, ça m'avait frappé. Mhm. Mais ce concert est magnifique. Magnifique. Et d'ailleurs, il reprend ce standard, cette balade là, qui a été son marqueur de ses albums, The Art of the Trio, à l'époque, et qui faisait, qui reprenait avec un tempo très lent, et que je trouve ça très beau. C'était le seul à l'avoir repris de cette manière. Ah, la balade, c'est un ben. Exactement. Ouais, tout à fait. Ouais, Ouais. d'accord. Moon River, c'est ça? Moon River. Ouais, c'est ça, Ouais, c'est ça, exactement. ouais, Bravo, Monsef. Ouais. c'est fabuleux, ouais, c'est Ouais. fabuleux. Ah ouais, non, non. D'ailleurs, toi, Monsef, tu as joué avec Larry Grenadier, son contrebassiste. Oui, oui, j'ai joué avec Larry Grenadier et puis un batteur qui s'appelle Bill Stewart. Là, on a fait un disque qui s'appelle Time in Carouge Ouais. ensemble.
Ouais. Time in Carouge. Carouge, c'est un quartier de Genève. C'est pour ça que je l'ai appelé Time in Carouge. Ah, d'accord. Parce que parce que c'est un quartier festif de Genève, tu vois. Ouais. Alors voilà, moi, j'avais envie d'appeler ça comme ça. Et puis, donc, on a fait un disque en trio comme ça qui était, qui est sorti sur un label japonais qui s'appelle Polystar Records. Très bien. Et puis, avec Bill Stewart, j'ai fait un autre album qui s'appelle Aqua. Ouais, sorti en 2005, il me semble. Hmm. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Ouais, avec Et Michael Brecker, Scott Colley, ouais. Bill Stewart, moi-même, et puis, ah, et puis il y a, sur une chanson, il y a Didi Teddy Bridgewater. Bridgewater? Oui. Voilà, elle Mon chante chef, vachement d'ailleurs, bien. quand tu joues avec la rythmique de Brad Meldo, en tant que pianiste, quelle est la difficulté pour se détacher du pianiste originel, en l'occurrence Brad Meldo? Alors, Est-ce que tu fais alors, une distinction comme ça et que tu arrives à dépasser ce cadre-là et à rester Monsef à genoux? alors, écoute, alors, je vais te raconter un gag terrible. Ouais. La première prise, je me rappelle, on était en studio avec Larry Grenadier, puis bon, alors heureusement qu'il n'y avait pas le batteur de Brad Melda, parce que là, ça aurait été, bon, c'était Bill Stewart, donc bon, c'est autre chose, mais heureusement, quand même, parce que ça remettait un petit peu, ouais, comment dire, bah, ça neutralisait l'histoire, si tu veux, tu vois, Oui. si tu veux. Alors, mais par contre, je te raconte un gag. Alors, la première prise d'un morceau à moi qui s'appelle Prélude, truc à 3 temps, pas très compliqué. D'accord. Et tout d'un coup, on commence à jouer, puis le solo, je comprenais rien de ce que faisait Larry Grenadier. À la base, je comprenais rien du tout. Parce que je sais pas, je me suis dit, waouh, je suis pas arrivé à jouer là, c'est pas possible. Parce je sais pas, il jouait d'une manière géniale, si tu veux, mais il brouillait les cartes. Mhm. Pour moi, c'était pas comme j'avais l'habitude d'entendre un bassiste jouer, quoi. Enfin, il brouillait les cartes, il jouait pas les fondamentales exactement comme je voulais. Elles Hmm. atterrissaient sur le second temps, tout d'un coup, elles atterrissaient une croche après, Ah, puis après, tout d'un coup, Il faisait du Scott Lafaro, quoi. il décollait, mais je sais pas ce qu'il faisait, mais en tout cas, il décalait toujours tout, puis d'un coup, ça se retrouvait 16 mesures après, tout ça. J'ai dit, Dieu de Dieu, ça va être compliqué, là. Et pour finir, je me suis décontracté, à la deuxième prise, eh bien, c'était parfait. Enfin, parfait, non, mais c'était génial, j'ai pu comprendre ce qui se passait, tu vois. Mais en D'accord. fait, c'est un gars, Larry Grenadier, quand tu joues avec lui, en tout cas, moi, ce que j'ai ressenti, c'est que il te met pas dans tes pantoufles. Oui. Mhm. Il te provoque toujours. C'est comme si Hmm. c'est comme si tu fais un match de boxe un petit peu, puis qu'il faut il te fiche dans la merde, comme on dit. Il Tu essaie de vois? te faire sortir de ta routine et de ta zone de confort. Ça, c'est les phrases correctes qu'on dit dans une interview. Ouais. Fiche dans la merde. C'est tout ce que je peux te dire. Non, peut-être que t'as pas le droit de le sortir, mais écoute, faut parler crûment de temps en temps. Mais tu sais, il peut y avoir la même chose de la part des pianistes, par exemple. Il y a des saxophonistes qui disent la même chose d'être accompagnés par Martial Solal. Ah oui, 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 Martial Solal, bah tiens, oula. Voilà. Et donc, il disait que Martial Solal, qui réharmonise les morceaux, Ouais. permettait aux solistes de sortir de leur zone de confort parce qu'ils n'avaient pas ce matelas harmonique derrière eux. Absolument. Ben, tu sais que moi, j'ai pris une leçon avec Martial Solal à l'époque. Qu'on salue d'ailleurs s'il nous regarde parce que c'est un vieux monsieur de Mais je l'adore, Martial Solal. 94 Tu sais que ans. Et, ouais. c'est un gars que j'adore, hein. Mais moi, j'aimerais beaucoup l'interviewer, mais il a tellement de choses à nous raconter en plus avec sa carrière formidable. Ouais. Bah ouais. Mais moi, je suis allé chez lui, je crois que je sais plus, j'avais 28 ans. Je sais plus, ou 20 ou 30, je me rappelle plus. D'accord. Et puis, je lui avais demandé de prendre une leçon avec lui. Mhm. Il me dit, bah venez, ouais, venez, bon. Puis alors, il me dit, ben, jouez quelque chose. Alors, je lui joue, je sais plus ce que je joue. Je joue un standard. Ah oui, je crois que j'ai joué Air Rhapsody. Je me rappelle, Mhm. standard, tout ça, bon. Il me fait, ah, mais c'est très bien, c'est très bien. Mais sortez de votre, exactement ce que tu viens de me dire, sortez de votre zone de confort, prenez des risques Ouais. et tout ça. Alors après, il m'a donné un exemple, et ça, j'étais vert. Il m'a donné un exemple juste sur un truc, sur Green Dolphin Street, en Green Dolphin Street. Ouais. Et là, il me dit, bah, écoutez un peu. Puis il joue. Alors, il dit, ben voilà, il commence à jouer, leur thème normal, après pouf, thème à la main gauche,
puis après la main droite, elle fait des accords, il improvise à la main gauche, après pouf, il reprend, il improvise à la main droite, puis après pouf, il change de tonalité. Puis Oui. voilà. Et puis il faisait ça, puis il prenait et puis après rythmiquement il décalait tout, enfin, c'était incroyable. C'est incroyable, ouais, ouais. Et puis Et après ouais. il m'a dit voilà, ce qu'il faut faire quand vous jouez des standards, il faut toujours prendre des risques et jamais et toujours essayer de sortir de votre zone de confort. Et Ouais. ça m'a resté. Et je trouve que c'est un gars génial, quoi. Vraiment, il m'a ouvert l'esprit en 1 heure de temps. Et puis alors après, je lui dis, je lui dis comme ça, je lui dis, donc peut-être que je devrais pas dire, mais je trouve que c'est un gag quand même. Je le trouve génial, ce gars. Il me dit, je lui dis, bon, combien je vous dois? Ah non, mais moi, je fais payer qu'aux riches. Moi, voilà. Il a beaucoup d'humour, Martial Solal. Ouais, Beaucoup j'adore. d'humour, ouais. Et tu sais, J'adore. ça m'étonne pas qu'il t'ait demandé de jouer Green Dolphin Street parce qu'il y a une vidéo sur YouTube où tu le vois, ça devait être au début des années 60. Hein. Il y a Johnny Griffin à côté de lui et il reprend en piano solo devant les musiciens de l'époque ce morceau-là qui réharmonise complètement. Ah Et ouais. les autres l'écoutent et sont scotchés déjà parce que c'était sa marque de fabrique, hein, bien sûr, Non, de c'est ça, réharmoniser les complètement, morceaux. complètement. Ouais. Lui, par contre, Martial Sola, tu vois, il m'a bien aimé parce qu'il m'a fait jouer plusieurs fois dans ses émissions. Avant, il avait une émission à France Musique, tu vois, je crois. Oui, tout à Et fait. C'est ça. voilà, et j'ai joué pour lui, je sais pas, moi j'avais une peur incroyable. Il m'a fait jouer à l'auditorium Sacha Guitry, là, à Radio France. Il m'a Oui. fait jouer une autre fois, je sais plus où. Il m'a fait jouer plusieurs fois dans ses émissions, quoi. Et puis, pour moi, si tu veux, comme jeune pianiste suisse, bah, ça m'a fait un petit peu bah, connaître en France, quoi, quand même, quoi, tu vois, un petit Mhm. peu, quoi. Et Certainement. il m'a vachement aidé, quoi, grosso modo. Voilà. Voilà. J'aimerais qu'on parle aussi d'un autre pianiste qui pour moi est aussi un ovni dans le monde du jazz. Et tu as fait sa première partie dans les années 93, c'est Tete Montoliu, le pianiste catalan, Ah ouais. qui avait un phrasé tellement précis. Il avait assimilé le phrasé bebop vraiment poussé jusqu'à l'extrême. Et Tete Montoliu, c'est un pianiste. Quand tu l'écoutes improviser, c'est toujours juste, ça tombe toujours net dans le tempo. Et il est jamais à court d'idées. C'est vraiment un pianiste que je recommande beaucoup pour les auditeurs Oui, d'écouter. tu connais la version, il a une version sur un disque, là, je sais plus avec qui il joue, la version de Giant Steps, tu la connais, là? Oui, Oh là ouais, là, c'est ouais, juste c'est incroyable. impressionnant. Ouais. Alors, Tété Montoliu, ben, c'était quoi, en 93, ça? T'as vu ça sur ma bio, déjà? Ouais, tout à fait. Parce que Ouais. moi, je me rappelle. Ouais, ok. Bah, Tété Montoliu, c'est un gars, à l'époque, ben, on avait joué dans un club à Genève, c'est vrai. Moi, j'avais fait sa première partie, puis il m'avait complimenté. Il m'avait dit, mais toi, c'est incroyable. Enfin, j'étais carrément, je savais plus où me mettre, grosso modo, parce qu'il me disait des compliments tout le temps. Enfin, il m'a dit, toi, tu vas devenir, voilà, tu vas devenir quelqu'un de super. Enfin voilà, en gros, il m'a fait des D'accord. compliments géniaux. Et puis, par contre, ce qu'il faut que je te dise, c'est que Tété Montoliu, bah, à l'époque, c'est voir ses derniers concerts qu'il faisait, et il entendait plus rien, quoi. C'est vrai? Ben, il était sourd. Enfin, Ah. il devait se concentrer beaucoup pour jouer lui-même. Si tu veux, Hmm. c'est très compliqué. C'est- C'était très. Je ne Alors, savais pas. bah, disons, il avait une maîtrise, si tu veux, si tu veux, tu vois que, tu sais, quand on dit qu'on devient sourd, on dit toujours qu'on a l'oreille dite, euh, Absolu? non, 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 pas du tout. Il y a ce qu'on appelle l'oreille, attends, il y a un truc, un terme qu'on dit que si tu veux, tu as une Ouais. oreille où le cerveau, il se souvient de ce que tu as appris Oui, comme Beethoven au final, dans sa carrière à la exactement, fin, quand il était exactement. Bah malentendant. il devait avoir ça, Petrucciani, si tu veux. Tété Montpellier, si tu veux, tu Ouais. vois. Il devait avoir ce truc-là, et puis ça lui permettait de jouer, quoi, quand même, quoi. Mais si tu veux, il devait se concentrer tellement qu'à la fin du concert, il était carrément, bah, il était Épuisé, quoi. Hmm. épuisé, ouais, si tu veux. Mais par contre, c'était un gars, tu sais, il était non-voyant aussi, lui. Bien sûr. Voilà. Bien Et sûr. puis, il m'a vu, enfin,
Et voilà, puis il savait que j'étais non-voyant et il m'a vraiment pris dans ses bras, si tu veux, puis il m'a dit, écoute, je te souhaite le mieux, que je Ouais. pas, et je pense que tu es un gars génial. Et puis moi, ça m'avait tellement touché, ça. Ah, mais j'imagine, ça va beaucoup toucher venant Ah d'un bah, pianiste aussi extraordinaire que t'étais Montoliu. c'est Hmm. ça. Puis moi, je faisais pas le malin, hein. Moi, je jouais en première partie, je dis waouh. Ah ouais, 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 ouais. Ouais, c'était un peu, voilà, quoi. Mais voilà. Mais quand tu écoutes des enregistrements de lui avec Dexter Gordon ou même Rassan Roland Kirk, Mhm. c'est tellement jouissif dans le swing, dans l'expressivité, Mhm. l'expression du moment et dans le swing, dans les phrases bebop. C'est juste un vrai dialogue, un vrai plaisir d'écouter ça. C'est un vrai bonheur. Bah, tu sais, moi, je crois que tous les Américains, quand ils venaient en Europe, ils voulaient lui, hein, par ça. Ils voulaient Ouais, Dizzy, ils voulaient Tete Montoliu, bah, comme tu dis, Johnny Griffin voulait Tete Montoliu, je sais pas, Harry Sweet Edison, peut-être qu'il voulait Tete Montoliu. Enfin, tu vois, je sais pas, hein, moi, je te dis, ouais, tous les Américains qui venaient en tournée en Europe et puis qui venaient pas avec leur pianiste, forcément, parce que, hein, ils demandaient Tete Montoliu, ça c'est clair et net. Tu bien vois. sûr. Il avait carrément, il avait le truc du bebop, quoi, complètement. C'est ça. Alors, Monsef, pour parler de toi un peu, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que tu as joué avec ce qui est pour moi les deux plus importants saxophonistes de la fin du XXe siècle, en l'occurrence Bob Berg et Michael Brecker. Donc, j'aimerais savoir ton expérience d'avoir joué avec des musiciens aussi extraordinaires que Bob Berg et Michael Brecker. Et puis, du fait d'avoir joué avec ces deux monstres, quelle différence tu fais au final dans leur jeu? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, voilà, c'est une seule et même école, ils jouent d'une façon un peu similaire. Pour ton oreille, comment tu les distingues? Déjà, je pense que c'est pas vrai. C'est pas une même école, déjà, pour Mhm. moi, hein. Si tu veux, alors, Bob Berg, il a un son de saxophone qui est pour moi, comment, comment on peut dire, qui est, qui est presque sale, très sale, Mhm. qui, qui, qui sort Ouais. Mhm. des entrailles, mais vraiment sales, mais à la fois qui arrive à jouer propre parce que c'est un gars qui maîtrise tout, et puis que il a à la fois la différence entre le son. Voilà, en gros, c'est un gars qui, si tu veux, il vient des bas quartiers de New-Yorkais? Paris. Mhm. Voilà, exactement. Et puis, il arrive à jouer, enfin, il arrive, si tu veux, à être très sale dans son jeu, puis à la fois à se comporter très bien, d'accord, et puis à jouer propre s'il veut. Et puis, pour moi, Bob Berg, c'est un gars qui, quand il joue une note, moi, ben, dans un sens, ça m'émotionnait incroyable aussi, Ouais. Ouais. Mhm. parce que c'est quelqu'un qui, qui te dit, quand il joue avec toi, ben, qui te dit, bah, mon gars, euh, euh, joue comme si tu vas jouer pour la dernière fois. Il te le fait sentir, ça. Parce que quand il est près de toi, qu'on joue, parce que moi, je me rappelle le concert, j'avais fait au Moods à Zurich, on avait, on jouait deux trucs en duo pendant la soirée. Et puis, il Oui. était tout près de moi. Et puis, je ressentais cette énergie, quoi. Où, Mhm. en fait, il n'y a pas besoin de me parler. Il me disait, mon gars, joue, joue tes tripes et puis on dira que c'est peut-être la dernière fois que tu vas jouer, quoi. Tu vois? Ça, je le ressentais, quoi. Vraiment, avec Bob Berg, c'était incroyable. Ensuite de quoi, avec Bob Berg, on était très amis, hein, donc Mhm. on se téléphonait quelquefois. Après, on parlait de choses de la vie, des enfants, tout ça, qu'on avait chacun des enfants, tout ça, de la famille et tout. Euh, Ouais. une fois, Bob Berg, je me rappelle très bien un gag, c'est que il me téléphone, il fait, hey, Monsef, you know, je viens à Genève, puis on n'a pas de salle pour répéter, je viens avec Eliane Elias, Mhm. je me rappelle plus le batteur, je sais plus, et Mark Johnson, et puis je sais pas quoi, avec Waouh. Steps ok? Est-ce que tu Waouh. pourrais m'organiser une répétition? Je dis, ouais, ouais, pas de problème. Puis pour finir, au dernier moment, ils ont trouvé un autre endroit, mais voilà, ils me téléphonaient, genre, pour ce genre de truc, tu vois? Donc on était assez proches quand même, quoi. Ouais, et puis il avait un vocabulaire très riche, Bockberg, quand même, parce qu'il se répétait quasiment jamais dans ses improvisations. Il Ah, pouvait jamais, jamais, improviser. jamais, C'est jamais, ça qui est incroyable chez lui. jamais, c'est ça. Maintenant, maintenant, la petite histoire quand même. Moi, j'ai connu Bob Berg parce au départ, moi, j'ai essayé quand j'avais 25 ans.
de contacter Michael Brecker, parce que j'écoutais tous les disques de Steps, puis je devenais fou. Quand j'écoutais ce gars jouer, je devenais fou. Ouais. Je veux absolument jouer avec ce gars parce que j'ai un coup de cœur. Puis une fois, je suis à New York, et puis bah, je téléphone au renseignement new-yorkais, je sais plus comment, ce que c'est, le One, je sais plus ce que c'est. Puis je dis, pourriez-vous me donner le numéro de l'Union des musiciens? Ah Je donne oui? le numéro. Après, je téléphone à l'Union, je dis, Hi, can I have the number of Michael Brecker, please? Génial. Puis, ils m'ont donné le numéro de Ah Michael bon? Brecker. Ouais, Il c'est y aurait tout. pu y en avoir des dizaines. Alors, attends. Alors, j'ai dit, écoutez, je suis Monsef Genoux, pianiste suisse, vous me connaissez pas, mais j'aimerais bien avoir le numéro de Michael Brecker. Oui, 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 un instant. Quel Oups, culot. 212, il me donne le numéro. Après, je téléphone, et paf, Ouais. je tombe sur Michael Brecker. Et je fais, Michael Brecker, yes, speaking. Comme ça, il C'est me dit. génial. Et puis, j'ai dit, bonjour, vous me connaissez pas, écoutez, je suis un pianiste genevois, suisse, et j'aimerais bien jouer avec vous. C'est normal si vous voulez m'envoyer sur les roses, bah enfin, je me débrouillais en anglais un petit peu, je lui disais si vous voulez plus me parler, bah moi je comprendrais parce que voilà, mais voilà, je vous Ouais. adore, je vous admire et j'aimerais jouer avec vous. Il dit, yeah, send me a tape. Waouh, Il m'a dit génial. yeah, send me a tape. Alors voilà, Ouais, pouf, ouais. je lui ai envoyé une démo. D'accord. Et puis, après, je le téléphone, il fait, yeah, Monsef, yeah, that's great, you know. Bon, tout ça, puis après, bon, on parle 1 heure au téléphone, puis il fait, mais tu sais, moi, ces temps, j'aimerais bien faire un truc avec toi, mais là, j'ai pas de temps. J'arrive pas parce que je suis sans, voilà. Mais je te donne le numéro de mon copain Bob Berg. Ah, c'est Voilà. lui qui t'a en fait C'est ça. présenté Bob Berg. Exactement. Alors, il dit, contacte Christine Martin, c'est la manager de Bob Berg, nanana, il m'a donné le numéro. Et tout ça, voilà. Ouf. Bah, voilà. Après, c'est Bob Berg, c'est allé comme ça. Et puis après, moi, je voulais quand même faire quelque chose avec Michael Brecker parce que moi, ce gars, j'adore. Et puis, Ouais. j'arrêtais pas de lui téléphoner quand même. Puis je lui disais, ah, tu je t'ai entendu à ce concert, c'était vraiment bien. Ah, thank you. Puis on s'est fait au moins, je sais pas, beaucoup de téléphones. On se téléphonait régulièrement, peut-être 3 fois par année, comme ça, tu vois, pour des pécadilles, à rien se dire. Voilà. Et tout d'un coup, je lui dis, hey Michael, j'aimerais bien quand même là maintenant, j'aimerais faire un truc avec toi, avec Larry Grenadier et Bill Stewart. Oh yeah, yeah, that's my man, you know. Wow. Il m'a dit comme ça. Puis je lui ai dit, j'ai vu que tu vas jouer avec McCoy Tyner à l'Iridium, je vais venir te voir. Yeah, 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 I'll be there, il m'a dit. Alors bon, je suis allé le voir, je lui ai dit, voilà, écoute, voilà le dernier disque que j'ai fait avec eux, là, et je lui ai donné. Et après, il m'a dit, ok, ben, quand tu veux, on peut faire quelque chose. Alors, bon, C'était pour Aqua? C'était pour ton album c'était pour Aqua? C'était Aqua, pour, ouais, oui. c'était pour Aqua. Alors, bon, pour finir, Breaker, c'était ok. Il m'a dit, bon, alors après, on a mis un moment pour fixer les dates parce que c'est quand même quelqu'un qui, tu vois, qui arrêtait pas de jouer tout le temps, qui était tout le temps en tournée. Fallait peut-être le prévoir une année avant, je sais pas, un truc comme ça. Bien sûr. Je me Mais rappelle ce qui est incroyable, c'est que tu as été quasiment le dernier musicien avec qui il a collaboré parce que malheureusement, un an après, Michael Brecker ouais, est décédé. Et donc, au final, dans ton disque à quoi, ça a été l'un des derniers témoignages d'un enregistrement de Michael Brecker. c'est ça exactement. Mais par contre, c'est un gars, il est tellement sympa ce gars, c'est vraiment une Ouais. modestie, moi que j'ai rarement vu, je te dis. Il Mhm. arrive au studio, c'est comme si on s'était vu tout le temps, et man, c'est Ah oui. ouais, vraiment. Et Ça alors, du fait- coup, Monsef, par rapport à Bob Berg, comment tu le définirais son style pour le différencier à Michael Breaker, Brecker? Ouais. bah son style, bah je sais pas comment expliquer. Enfin, c'est le style Michael Brecker. De toute façon, tout le monde Hmm. connaît Michael Brecker. Mais je sais pas, moi. Et qu'est-ce que je peux dire? C'est un gars qui est parfait, quoi. Il joue du sax. Ouais. Ça te fait dresser les cheveux sur la tête quand il sait exactement. Il te fait la note saturée où il faut. Il te fait Hmm, les hmm. notes belles où il faut. Je sais pas, moi. Je sais pas comment. C'est exactement la sensation que tu décris, c'est qu'on a l'impression que tout est parfait. Tout est parfait. Bah, c'est ça, Et mais ouais. c'est plus que ça parce qu'il y a de l'émotion aussi. C'est quelqu'un Hein. qui, je sais pas, par exemple, tu vois, moi j'avais un, ouais, sur ce disque, à quoi j'ai un morceau qui s'appelle Mixed of Keys, Mixed of Keys. Et puis, c'est un truc qui est un petit peu binaire comme ça, avec un petit peu un groove un peu à la Steps Ahead au début, je sais pas, un truc un petit peu, ouais. Et puis,
ben, je lui ai dit, ben voilà, là, joue le thème, maintenant il y a ça à jouer, tout tac, il y avait des obligatos, des machins, des trucs. Et après, je lui ai dit, ben voilà, joue maintenant, joue ce que tu veux, on va tourner ça en boucle, puis tu joues. Voilà. Et puis là, je lui dis, joue Michael Breaker, joue comme tu veux, quoi, joue. Mm. Bah, c'était incroyable, quoi. C'était moi, j'avais ce gars dans mon casque. Ouais. Si je l'écoutais, j'osais plus jouer, quoi. Je C'est jure, sûr, c'est sûr. j'arrive plus à jouer, quoi. Donc Ouais. je me suis dit, mon chef, faut pas l'écouter, quoi. T'écouteras après, mais tu l'écoutes pas maintenant. Donc, au final, Monsef, tu lui donnais assez peu de directives pendant cet enregistrement sur ton disque Bah, Aqua. si, enfin quand même, je lui disais, Oui. écoute, là, tu joues, là, tu joues le thème, là, tu prends un solo là, enfin, ok, je te fais, puis après, moi, je prends un solo, je te fais signe quand tu reprends, parce qu'il me voyait à travers une vitre, tu vois. Puis Mhm. voilà, puis c'était tout, quoi. On jouait live, quoi. On jouait, quoi. Tu vois, c'était Et ça. c'est facile de diriger quelqu'un comme Michael Brecker, surtout Ouais, il te regarde, et quand puis il a plus, on est impressionné par le musicien, par l'artiste. bah, alors, alors oui, on est impressionné, mais en fait, c'est tellement facile parce qu'en fait, ces gens, quand ils font le boulot, quand ils décident de faire le travail avec toi, ils sont à ton service. C'est ça D'accord. qui est génial, quoi. Hmm. C'est qu'en fait, ils font tout ce qu'ils peuvent pour que ça soit génial pour toi. Se sentir à l'aise et puis mettre un petit peu en dehors le Exact. côté leader pour vraiment s'investir dans le projet de l'autre musicien, en fait. Exactement. C'est ça où c'est génial, quoi. C'est ça qui est génial. Ouais. C'est tout. Alors, c'est tout à fait l'Amérique, ça, à part ça. Je te le dis, Hmm. hein. En Amérique, c'est comme ça. Si, si ils te considèrent comme un musicien acceptable, où tu peux jouer avec eux, puis que tu payes, Ouais. hein. Ouais. Non, mais soyons comme ça, hein. C'est vrai que c'est comme ça. Eh ben, après, les gars, ils font tout ce qu'ils peuvent pour jouer le mieux possible à ta session. C'est Mhm. tout. C'est tout. Il y a pas d'histoire de te dire, ah ben toi, t'es moins bien, ou t'es, je sais pas, t'es chez toi, ce que je veux dire. Ouais, ouais, Il y a plus tout à une fait. histoire comme ça. C'est que dès qu'ils ont dit, OK, on fait le boulot, on fait le job, eh ben, ils vont tout faire, et puis ils Ouais. te respectent, et puis c'est tout. C'est la Voilà. parole donnée, quoi. C'est Exactement. l'engagement, la parole donnée. Exactement. Ouais. Exactement. C'est ça qui est Exactement. bien dans les relations Ce qui est humaines, pas c'est toujours beaucoup plus comme ça en simple, Europe, ce qui est pas toujours comme ça en Europe, malheureusement, oui. même à vrai dire en France. Voilà. Mais ce qui est troublant dans la trajectoire de Bob Berg et de Michael Brecker, c'est que malheureusement, ils ont disparu à quelques années de différence et quasiment dans la même décennie, alors qu'ils ont poussé la pratique instrumentale du saxophone jusqu'au paroxysme dans la maîtrise instrumentale et puis dans le langage musical, la musicalité qu'ils avaient à travers leur instrument. Voilà, on a perdu deux grands musiciens dans cette décennie 2000 avec la perte de Michael Brecker et de Bob Berg. C'est ça. Euh, Tu sais quoi? Une fois, je pourrais t'envoyer, j'ai une version ouais. en duo, et je vais essayer de te l'envoyer. Je sais pas comment je vais faire. Ah oui, je vais te l'envoyer. Mais j'ai une version de Easy Living en duo, Bob Berg et moi, live. Ah oui, ça, Live. je veux bien. Alors ça, Alors, je avec te grand plaisir, l'envoie. mon chef, avec grand Je plaisir. vais rentrer chez moi demain en Valais, à Ah, Champignon, superbe, et superbe. je vais la retrouver sur un vieux DAT que j'ai, et je vais te l'envoyer. C'est pas Génial. Est-ce que éventuellement tu me permettrais de la mettre en générique de fin de l'interview? Bah oui, il n'y a pas de problème. Ah, super. Ça, c'est Aucun un problème. très beau cadeau, mon chef. Très Pour beau moi, il n'y a pas cadeau. de problème. Donc, je vais faire ça. Je vais t'envoyer ça. Mais superbe. Il y a pas de problème. Je ferai ça. Bon, Seth, j'ai encore deux, trois petites questions parce que dans les albums, par exemple, comme Pop Song que tu as sorti Mhm. en 2014, il y a quelque chose qui revient souvent chez toi, c'est ta propension à vouloir réinventer les standards que tu joues, surtout au niveau rythmique. J'ai noté que tu aimes bien changer ce qu'on appelle le pattern rythmique de ces standards et les réinventer à la fois harmoniquement, mais surtout rythmiquement. Bah, ouais, parce que bon, comme je t'ai dit, je suis admirateur de Brad Meldau, et puis j'ai été Mhm. influencé un peu par ça, et puis j'essaye de le faire à ma sauce, si tu veux, tu vois. Oui. Voilà, et donc c'est un petit peu, voilà, écoute, tu sais, on écoute des milliers de pianistes, et puis il y a tout d'un coup des, des pianistes qui t'attirent plus que d'autres, et puis c'est forcément que que t'es influencé. Donc bon, alors moi, j'ai essayé de refaire ça, mais un petit peu à ma manière, pas forcément à recréer Mhm. le son de Brad Mehldau, de toute façon, j'y arriverai pas.
Voilà, essayer de tirer son épingle du jeu par rapport à ce que j'ai entendu, quoi. Est-ce que quand tu as travaillé sur le disque Pop Song, tu t'étais inspiré un petit peu de tes confrères pianistes, notamment le travail d'Herbie Hancock sur les New Standards qu'il avait sorti au milieu des années 90? Ouais, c'est vrai, quand j'ai joué là le truc euh, de Jimi Hendrix, le premier morceau là, attends, Mhm. comment ça s'appelle, attends, attends, j'ai la mémoire, c'est nul. Le premier morceau de Pop Song, attends, c'est un truc de Jimi Hendrix, hyper connu. On le mettra en sous-titre dans la Ouais, vidéo, c'est ça, t'inquiète pas, on le c'est mettra ça. en sous-titre. Bah là, je me suis vachement inspiré du jeu de Herbie Hancock quand il joue Mm. ses New Standard, tu sais. Oui, c'est ça, tout à fait. Voilà, alors Mm. ça j'adore comme il joue là-dedans. Et j'ai essayé un petit peu de m'inspirer de ça. Et puis c'est vrai que c'est, c'est, c'est pas trop mal réussi, je crois. Sûr. En 2019 est sorti ton disque, le concert de Valère. Tu aimes enregistrer en live? Ouais, j'aime, mais c'est stressant. Bien sûr. Mais après, quand tu te réécoutes, c'est bien parce que c'est à la fois tu dis waouh, c'est cool, puis à la fois tu dis ouais, ben peut-être ça, la prochaine fois, il faudrait faire autrement. Tout ça, c'est une bonne autocritique. Mais là, j'étais content de me réécouter, quoi. Mhm. Si j'aime enregistrer en live, je sais pas si j'aime. Pas forcément, ouais. On est stressé de toute façon. Eh Quand tu oui. fais un Ouais. album live, bah, ma foi, t'as à la fois le concert et puis t'as les micros. Il n'y a pas de deuxième prise, quoi. Non, pour finir, tu sais quoi? Après, faut se dire, demain est un autre jour. Ouais, bien sûr. En gros, Pas c'est trop ça. se mettre la pression et C'est puis ça. de voir ce que Demain ça donne. sera un autre jour et puis tu fais ce qu'il faut faire maintenant. Puis après, ben, c'est tout, quoi. Tu C'est vois. ta philosophie de vie, ça, mon Steph, de mettre un autre jour? Depuis pas mal de temps, ouais. Depuis une dizaine d'années, c'est comme ça. Parce que, Carpe diem, quoi. Hmm. ouais, c'est plus facile de vivre comme ça. Hmm. Sans trop se projeter à long terme, quoi. Ouais. C'est ça. Et puis recommencer demain, de mettre un éternel recommencement, on va dire. C'est ça. C'est beaucoup plus facile de vivre comme ça, quoi. Parce que, surtout que Ouais. maintenant, pour pas paraître un petit peu aller dans le noir, dans les ondes noires, mais on va pas vers le beau maintenant. Hmm. Donc, Ouais. vaut mieux se dire, on vit demain est un autre jour. Mais heureusement qu'il y a l'art et le piano et le jazz en Exactement. général pour Exactement. amener la lumière Absolument, vers les absolument. êtres humains. Et ça, je le pense profondément. Absolument. Et tu sais quoi, maintenant, les musiciens, moi, je pense qu'on doit se tourner vers le streaming. Ouais. Avoir chez soi un studio d'enregistrement. Moi, j'ai deux studios d'enregistrement possibles à la maison, hein. Oui. Et puis, moi, je compte me monter Internet, si tu veux, pour pouvoir jouer avec des autres musiciens ailleurs dans le monde, en live. Ah, d'accord. Tu veux faire des visioconférences Exact, musicales avec d'autres exact. musiciens. Le problème, c'est qu'il faut voir parce que faudra essayer de, je sais pas comment ça peut fonctionner à cause du décalage. Il faut avoir une connexion Internet qui est incroyable. Je sais Oui. pas, Il faut la fibre et puis trouver des créneaux horaires avec les situations géographiques des autres musiciens qui bon, sont alors pas trop. ça, trouver les créneaux horaires, bon, mais ça c'est une histoire, mais c'est surtout l'histoire du décalage, tu vois, parce que là, par Ouais. exemple, quand je te parle, moi, Il y a un petit qu'il y a un décalage. décalage, Ouais. Il y en a tu un. vois. Alors, Ouais. quand tu fais ça avec la musique, c'est juste pas possible, C'est compliqué. tu vois. Mais bon, Ouais. écoute, moi, ça, c'est une de mes passions maintenant, parce qu'il faut s'adapter, puis Ouais. se, se dire on peut se projeter dans, dans, bah, dans de nouvelles aventures. Oui, et puis c'est la technologie qui permet ça, donc pourquoi s'en Absolument. priver au final? Absolument. Et vu que j'ai deux bons studios à disposition, à Genève, j'ai un studio super, enfin petit, mais je peux enregistrer en trio sans problème, tu vois. Je fais mes disques là-bas, enfin voilà, quoi, tu vois. Mm. Bon, Steph, on arrive vers la fin de l'interview. Je recommande à ceux qui suivront cette émission d'aller bien sûr sur ton site monsefgenou.com. Actuellement, tu travailles sur un projet de musique de Marc Berthommieux, c'est bien ça? Alors, pour l'instant, alors oui, on travaille là-dessus, mais tu sais, comme la vie n'est pas facile, et puis comme
les temps ne sont pas très simples, Mhm. vu qu'on peut pas tellement voyager pour l'instant, puis qu'on avait un projet prévu qui était, si tu veux, un petit peu, comment dire, on avait des aides de la SACEM en France. Oui, Maintenant, vu que tout est arrêté, ben, comment te dire, tout est arrêté pour l'instant. Enfin, tout est arrêté pour l'instant parce que il n'y a pas de, on peut pas se projeter, tu vois, on peut pas se mhm. projeter vers l'avenir là-dessus. Alors on verra comment, mais le projet est toujours là. Euh, il est toujours dans les, il est toujours dans, il est toujours présent, si tu veux. Mais on a commencé à répéter avant le Covid, tu vois, il y a quoi, Oui. une année exactement. Et puis, bah là, ça s'est arrêté parce qu'on peut pas Non. prévoir quoi que ce soit. Mais si tu veux, c'était un projet. Bon, là, je dois dire que j'étais un peu triste quand même. C'est un projet où on était Marc Berthoumieux et moi-même, on est des amis de longue date parce que Marc Berthoumieux, à l'époque, il habitait à Annemasse, tu vois, c'est près de chez moi, à Gand. Oui. Mhm. Et on se connaît depuis longtemps. Puis on a associé, enfin, il a voulu associer ce pianiste non-voyant que moi j'adore, Jean-Philippe Riquiel, D'accord. et qui, tu connais lui, bien. Ouais. Oui. Il a joué avec, sur quelques disques de Youssou N'Dour, tout ça. Tu vois, c'est un pianiste qui adore la musique africaine et tout, qui est un Mhm. pianiste super, que moi j'aime beaucoup, mais lui, il n'était pas emballé par le projet, si tu veux, puis il l'a abandonné. Ça m'a rendu triste parce que je trouvais qu'on avait une bonne, si tu veux, Bonne alchimie. une Mhm. bonne alchimie, les trois. Ouais. Je trouvais génial. Puis là, il a dit, ouais, mais je suis pas bon. Ça sera partie remise. C'est peut-être le temps de laisser mûrir un petit peu le projet, Exactement, éventuellement. exactement, Hein? exactement. Exactement. Ouais. C'est pour ça que quand tu m'en parles, je suis un peu emprunté, mais ce projet, il est toujours là, et puis ça se fera. Voilà. Et des fois, il faut laisser un peu le temps au temps pour que les Absolument, choses évoluent dans un projet absolument, commun. Ouais. absolument. C'est ça, c'est ça. Monsef, je vais te laisser dire le mot de la fin si tu as quelque chose à rajouter, peut-être. Bah écoute, ce que j'ai à rajouter, c'est qu'on a passé un super moment ensemble. Tu C'est es vrai. quelqu'un de très ouvert et très sympathique. Et puis Merci. on ressent pas que c'est un interview. Et ça, j'adore, parce que finalement, la vie est faite comme ça. Il vaut mieux discuter avec quelqu'un sans qu'on se mette de la pression de quoi que ce soit. Et voilà. Exactement. Et je dis juste bravo. Je te dis juste bravo. Eh ben, ça me touche beaucoup parce que c'était vraiment un plaisir partagé, Monsef. C'était vraiment un grand bonheur de faire cette interview avec toi. Bah, de même. C'était super. Au revoir, Monsef. À bientôt. Au revoir. Et viens en Valais un de ces jours, si tu veux. Ça marche. Ok.